Bien, bienvenue pour cette webconférence dans le cadre de la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares sur la maladie de Steele de l'adulte que je vais vous présenter avec Bruno Fautrel. Donc je ferai la première partie sur les manifestations cliniques et biologiques de la maladie et Bruno Fautrel vous fera l'évolution et le traitement de la maladie. Donc la maladie de Steele de l'adulte qui associe des manifestations systémiques et articulaires et d'individualisation relativement récente, puisque c'est Eric Bywaters qui, en 1971, à partir d'une petite série de femmes, et c'était uniquement des femmes, des jeunes femmes, il y avait 14 patientes, a décrit un tableau clinique qui était similaire à celui qu'avait identifié George Frederick Steele lorsqu'il avait, à la fin du XIXe siècle, individualisé les formes systémiques des arthrites juvéniles idiopathiques. La maladie de Steele est beaucoup plus... on va faire l'épidémiologie. Donc la maladie de Steele est une maladie qui est extrêmement rare, avec une incidence annuelle qui est de 0,16 à 0,4 pour 100 000. Les données d'épidémiologie sont relativement fragiles. En tout cas, c'est une maladie qui est beaucoup plus rare que l'arthrite juvénile idiopathique, puisque par exemple, George Frederick Steele avait mis 2 ans pour identifier une douzaine de malades qui avaient une forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique, alors que Bywaters avait mis une vingtaine d'années pour récupérer une série de 14 patientes sur l'ensemble de l'Angleterre. C'est une maladie qui est un peu plus fréquente chez la femme que chez l'homme, avec un sexe ratio qui est d'environ 0,5. C'est une maladie du sujet jeune, puisque vous voyez que 70% des patients ont entre 16 et 35 ans. Cela étant, il y a des malades qui ont été rapportés beaucoup plus tardivement dans leur vie, jusqu'à 80 ans. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une maladie qui arrive de novo chez l'adulte, mais dans 13% des cas environ, il s'agit d'une résurgence d'une arthrite juvénile idiopathique après un intervalle libre qui est parfois de plusieurs années, parfois 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas de formes familiales qui ont été décrites dans cette maladie, et de même qu'il n'y a pas de variation saisonnière de la maladie de Steele de l'adulte. Alors cette maladie, elle se traduit au plan clinique par une triade qui associe une fièvre, une éruption cutanée et une atteinte articulaire. Alors, ce qui concerne la fièvre, celle-ci, elle est constante. Il n'y a pas de maladie de Steele sans fièvre. C'est une fièvre qui est très élevée, qui dépasse le plus souvent 39, 40, parfois même 41. Et lorsqu'elle est typique, c'est une fièvre qui est intermittente. C'est-à-dire qu'il y a un pic fébrile en général en fin d'après-midi et une apyrexie matinale. Il y a parfois des frissons qui précèdent le pic fébrile et il y a dans certains cas 2 pics fébriles. Et puis de temps en temps, la fièvre est simplement rémitante, c'est-à-dire qu'elle ne revient pas à 37 et elle est parfois totalement désarticulée. Mais lorsqu'elle est classique, c'est cette fièvre-là, c'est-à-dire une fièvre hectique, donc classiquement intermittente. La deuxième grande manifestation, c'est l'éruption cutanée, qui est présente chez à peu près 80% des malades. Et lorsqu'elle est typique, comme c'est illustré sur cette diapositive, elle est constituée de petites macules qui sont roses ou roses saumonées, qui ne sont pas prurigineuses, qui sont de petite taille, qui font quelques millimètres, avec une bordure qui est irrégulière. Parfois, il y a une auréole autour de zones de peau qui est un peu plus claire. Et cette éruption, elle siège avec prédilection sur le tronc et sur la partie proximale des membres. Elle a une caractéristique absolument essentielle, c'est qu'elle est évanescente et qu'elle est maximale pendant les pics fébriles de la maladie. Donc, en général, elle vient plutôt en fin d'après-midi et va disparaître le matin lorsque le patient n'a plus de fièvre. Cette éruption est souvent confondue avec une éruption de type allergique, puisque ce sont des malades, comme vous l'avez vu, qui sont fébriles et qui reçoivent donc souvent une antibiothérapie. Et donc, on prend cette éruption pour une toxidermie assez fréquemment. D'autre part, chez les sujets qui ont des peaux foncées, c'est une éruption qui est extrêmement difficile à voir. De très nombreuses autres manifestations cutanées ont été décrites, et notamment des lésions moins typiques, soit parce qu'elles sont prurigineuses, soit parce qu'elles sont permanentes, soit parce qu'elles sont d'allure urticarienne, soit il s'agit de plaques parfois. Donc en dehors de cette éruption cutanée typique telle qu'elle est représentée ici, parfois d'autres lésions cutanées ont été rapportées. La biopsie cutanée est extrêmement décevante. Elle ne montre généralement qu'un œdème du derme superficiel avec un petit infiltrat périvasculaire, mais qui est non spécifique. L'immunofluorescence est toujours négative. Sur cette diapositive, vous avez encore illustré une éruption cutanée assez évocatrice
de maladies de style de l'adulte, avec ici sur le membre supérieur. L'atteinte articulaire, qui est le troisième élément de cette triade clinique, je rappelle la fièvre, l'atteinte cutanée évanescente et ensuite cette atteinte articulaire. L'atteinte articulaire, elle est constante, mais elle est parfois retardée par rapport au début du tableau clinique. Elle est très souvent au second plan par rapport aux manifestations systémiques, notamment lors de l'installation de la maladie, les manifestations systémiques étant souvent extrêmement bruyantes. L'atteinte articulaire est une atteinte qui est initialement mobile, qui pourrait en imposer par un rhumatisme articulaire aigu, même si c'est une affection qui est en train de disparaître, en tout cas dans nos pays. Et puis rapidement, l'atteinte articulaire va être fixe, sous la forme d'une polyarthrite, dans 75% des cas, polyarthrite bilatérale et symétrique, intéressant les grosses articulations, mais également les petites articulations des mains, et y compris les interphalangiennes distales. C'est une atteinte un peu particulière dans la maladie de style de l'adulte. Et puis dans 25% des cas, on a une oligoarthrite. Donc les grosses articulations sont touchées, comme je l'ai dit, et là encore le liquide inflammatoire, le liquide articulaire lorsqu'il est prélevé est de nature inflammatoire, avec en moyenne 10 000 éléments par millimètre cube, qui sont des polynucléaires neutrophiles. La biopsie synoviale est extrêmement décevante et va montrer une inflammation non spécifique. À côté de cette triade clinique, eh bien, de très très nombreuses manifestations systémiques ont été rapportées dans la maladie de style de l'adulte. L'une des plus caractéristiques et intéressantes en termes de diagnostic, ce sont ces douleurs pharyngées avec odynophagie, qui sont souvent inaugurales, qui avaient été décrites par Bujac et qui avaient été déjà signalées par Bywaters dans la série initiale de 1971. Et ces manifestations de douleurs pharyngées, elles viennent au moment de la poussée initiale, mais elles vont également récidiver lors des poussées ultérieures de la maladie, et elles sont présentes chez à peu près 60% des malades. L'examen ORL est normal, il n'y a pas d'angine vraie, notamment il n'y a pas d'angine érythématopultacée, on a simplement un pharynx qui est érythémateux, et de temps en temps, eh bien, on peut voir, comme ici sur cet exemple avec un PET scanner, on voit qu'il y a une infiltration, une inflammation périchondrale sur les cartilages thyroïdes ou sur les cartilages cricoïdes, mais le mécanisme de ces douleurs pharyngées reste assez mal connu, mais c'est un bon élément pour le diagnostic, encore qu'il égare souvent le diagnostic lorsqu'un patient est fébrile avec une douleur pharyngée, on n'évoque pas forcément un diagnostic de maladie de style de l'adulte. Les adénopathies et la splénomégalie. Il existe fréquemment des adénopathies chez à peu près 60% des malades. Ce sont des adénopathies qui sont de volume modéré, qui sont superficielles, le plus souvent dans la région cervicale, mais elles peuvent intéresser tous les territoires superficiels, axillaires, inguinales, épitrochléens également. Ce sont des adénopathies qui sont symétriques, qui sont mobiles, qui sont indolores, et en général donc de volume modéré. Mais dans certains cas, on peut avoir des adénopathies qui sont profondes ou très volumineuses, et qui peuvent en imposer pour un lymphome, voire pour une lymphadénopathie angioimmunoblastique, a fortiori lorsqu'il y a des éléments systémiques, de la fièvre, une éruption cutanée et d'autres manifestations. Il y a même dans la littérature quelques observations de patients qui ont à tort été traités pour un lymphome. En effet, l'histologie ganglionnaire est extrêmement inquiétante. Certes, elle montre une hyperplasie folliculaire simple dans la majorité des cas, mais il y a parfois une hyperplasie immunoblastique majeure qui est diffuse et paracorticale et qui peut en imposer pour un histologiste qui ne serait pas averti, qui peut en imposer donc pour un lymphome. Il y a des associations rares rapportées avec le syndrome de Kikuchi, la lymphadénopathie histiocytaire nécrosante. Et ici, vous avez un TEP scanner, un examen qui est finalement relativement peu utile dans cette maladie et qui va montrer une fixation, enfin un hypermétabolisme au PET scanner et qui va disparaître lorsque les patients évoluent favorablement sous traitement. La splénomégalie est retrouvée chez à peu près 40% des malades. Il faut bien dire que le plus souvent, c'est une splénomégalie qui n'est pas palpable et qui est identifiée uniquement par les examens d'imagerie, échographie et scanner que la plupart des patients vont avoir. Je m'arrête sur l'atteinte hépatique de la maladie de Still, qui est une des atteintes les plus dangereuses de cette maladie. En effet, on a une hépatite cytolytique qui est soit spontanée, soit qui est secondaire à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens,
et que l'on rencontre chez à peu près 70% des malades. Ça fait partie de la maladie, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir sans aucun médicament hépatotoxique. Et la biopsie hépatique va montrer le plus souvent un infiltrat portal qui est fait de cellules mononucléées et de polynucléaires neutrophiles. Quant aux lésions hépatocytaires, en règle générale, elles sont rares. Je m'arrête sur cette atteinte hépatique pour dire qu'elle ne contre-indique pas en tant que telle, même si vous avez une cytolyse dès la présentation initiale, elle ne contre-indique pas l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou même du méthotrexate, comme Bruno Fautrel vous le dira après. Par contre, il convient d'être extrêmement prudent dans la surveillance biologique de ces malades, car il y a eu, surtout dans les premières années après la description de cette maladie, plusieurs observations d'hépatite fulminante ayant conduit au décès ou même à la transplantation hépatique. Donc, encore une fois, il faut savoir surveiller de façon extrêmement rigoureuse la biologie hépatique. Alors, de très nombreuses autres manifestations ont été décrites. Des myalgies, vous voyez, 60% des malades ont des myalgies. Ces myalgies sont responsables d'une impotence fonctionnelle en général majeure, et ces manifestations sont plus marquées au moment des pics fébriles, donc en fin d'après-midi. Vous pouvez avoir un patient qui va être confiné au lit, et le lendemain matin, alors qu'il est apyrétique, il va pouvoir se promener dans les couloirs sans douleur musculaire et sans impotence. Il est extrêmement rare de voir un déficit ou de voir une amyotrophie. Les explorations musculaires sont en règle générale très décevantes. Il n'y a pas d'élévation des enzymes musculaires, l'électromyogramme est normal, la biopsie musculaire est également normale. De rares cas de myopathie inflammatoire ont été décrits, et puis quelques atteintes également exceptionnelles de myopathie du diaphragme ou de syndrome de Brown, qui est une tendinopathie du grand droit, donc c'est une pathologie ophtalmologique. Les manifestations cardiovasculaires sont également non exceptionnelles. Elles se traduisent avant tout par de la péricardite. Vous voyez, 20% des patients présentent une sérite sous la forme d'une péricardite qui vient parfois révéler la maladie. Donc là aussi, il faut savoir évoquer le diagnostic de style de l'adulte devant une péricardite. Et parfois, ça peut être une tamponnade qui vient révéler la maladie. Le liquide est en général sérohématique ou un liquide inflammatoire. La biopsie péricardique, lorsqu'elle a été effectuée, ne montre rien de plus qu'une inflammation non spécifique. Exceptionnellement, il y a des atteintes valvulaires. Quelques patients ont été opérés d'une atteinte valvulaire mitrale et ou aortique. Et les atteintes myocardiques sont également rapportées, avec en général peu de manifestations en dehors de troubles de la conduction ou de troubles du rythme. Quelques observations d'insuffisance cardiaque ont pu être rapportées dans cette maladie, mais c'est exceptionnel. Souvent, on attribue la persistance d'une tachycardie, alors même que les patients ne sont plus fébriles le matin, à l'existence de cette atteinte myocardique. Quelques atteintes pleuropulmonaires, également sous la forme d'une sérite, avec un épanchement pleural dans 20% des cas, et puis des atteintes parenchymateuses, le plus souvent qui sont soit des découvertes fortuites sur la radiographie de thorax ou sur le scanner thoracique, mais parfois des atteintes parenchymateuses graves pouvant conduire le patient en réanimation avec des tableaux de syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Beaucoup plus rarement ont été rapportées des manifestations ophtalmologiques, soit des atteintes à type de sclérite ou éventuellement un type de conjonctivite ou de syndrome sec, des atteintes neurologiques parfois très graves avec des comas, avec des états de mal commissio. Le plus souvent, il s'agit d'une paralysie des paires crâniennes. Et puis quelques atteintes rénales excessivement rares. En dehors de la protéinurie qui est fréquente au moment des poussées fébriles, quelques observations de néphropathie glomérulaire ont été rapportées. Et dans l'évolution, on peut voir la survenue d'une amylose au cours de la maladie de style de l'adulte. Donc voilà pour les manifestations cliniques. Je vous rappelle cette triade associant de la fièvre, l'éruption cutanée évanescente, et puis ensuite l'atteinte articulaire, et puis donc beaucoup de manifestations systémiques associées. Et ensuite les manifestations biologiques, là aussi elles sont caractéristiques par la présence d'une triade, avec d'une part une hyperleucocytose. Cette hyperleucocytose, plus de 10 000 éléments par millimètre cube et avec 80% de polynucléaires neutrophiles, est assez constante dans la maladie. Et vous voyez que pour une hyperleucocytose marquée, supérieure à 15 000 par millimètre cube, eh bien on la trouve chez 66% des malades, ce qui est quand même pas extraordinaire. Il y a parfois une myélémie. Le myélogramme est là aussi extrêmement décevant, puisqu'il ne montre qu'une moelle riche et granuleuse.
Deuxième chose, c'est la présence d'un syndrome inflammatoire qui est constant dans cette maladie. Et enfin, on attribue beaucoup d'importance, peut-être un peu surestimée, à l'hyperféritinémie, avec un seuil proposé de 5 fois la normale. Vous voyez que pour ce seuil, on a une sensibilité de 50%, ce qui n'est pas extraordinaire, et une spécificité, bien sûr, qui n'est pas extraordinaire, de 80%. Ça fait donc une hyperféritinémie de 1000 à 1500 microgrammes par litre, ce qui est parfois pas extraordinaire devant un syndrome inflammatoire extrêmement marqué. Le deuxième élément important, c'est que cette hyperféritinémie, certes, elle est présente, mais il y a en plus un effondrement de la fraction glycosylée qui est inférieur à 20%, qui est assez caractéristique de cette maladie de style de l'adulte. Normalement, la fraction glycosyle de la ferritine est de l'ordre de 80% à peu près. Au cours d'un syndrome inflammatoire, lorsqu'il est marqué, cette fraction glycosylée va diminuer, mais reste en général supérieure à 20%. Et lorsqu'elle est vraiment effondrée, inférieure à 20%, c'est un argument en faveur de la maladie de style de l'adulte. Bien sûr, devant un tableau fébrile prolongé comme présentent ces malades, eh bien, il est nécessaire et indispensable de faire une enquête infectieuse. Elle est toujours négative, bien sûr, par définition. Quant aux examens immunologiques, ils sont toujours négatifs. Il n'y a pas d'anticorps antinucléaires, anti-DNA, il n'y a pas d'ANCA, il n'y a pas de facteur rhumatoïde, il n'y a pas d'anticorps anti-CCP. On trouve assez souvent quand même une hypergammaglobulinémie d'allure polyclonale, parfois quelques anticorps anticardiolipides. En termes d'évolution, eh bien, le début de la maladie, il est rarement associe la totalité des symptômes et des signes dont je vous ai parlé. Et donc, le tableau est parfois tout à fait dissocié, ce qui rend le diagnostic difficile. Et vous voyez qu'une fièvre au long cours isolée est présente chez 5 à 10% des malades, et c'est très difficile à ce moment-là de faire le diagnostic. Et souvent, on est obligé d'attendre l'apparition d'autres manifestations qui vont éclairer le diagnostic. Les signes articulaires sont souvent retardés, ou assez souvent retardés, et surtout ils peuvent être méconnus, car les signes systémiques, notamment lors de la poussée initiale de la maladie, les signes systémiques sont extrêmement bruyants, ce qui fait que de temps en temps on peut avoir une atteinte articulaire, notamment des membres inférieurs, totalement méconnus, parce que le malade présente des manifestations systémiques très sévères. Si bien que la triade classique associant la fièvre intermittente, éruption cutanée et les signes articulaires, finalement, lors du premier mois de la maladie, elle n'est présente que chez un peu moins d'un patient sur deux, 43% des patients. Alors, on décrit dans cette maladie de style adulte 3 formes évolutives. Tout d'abord, ce qu'on appelle la forme monocyclique, qui représente à peu près 30% des malades, c'est-à-dire les malades font une poussée systémique et articulaire unique. En général, elle va durer moins de 1 an. Et cette poussée va rentrer dans l'ordre et ne récidivera pas. Bien sûr, il faut être extrêmement prudent, car une forme monocyclique peut bien sûr passer à une forme intermittente, avec la survenue donc d'une poussée ultérieure. Les formes intermittentes ou réellement intermittentes sont à peu près 30%, avec un nombre de poussées qui est tout à fait variable. Il y a des gens qui vont faire 3-4 poussées, d'autres qui en font beaucoup plus, et avec des intervalles libres entre les poussées qui sont parfois très prolongés, parfois de plusieurs années. Dans la littérature, on voit des poussées qui peuvent être espacées jusqu'à 10 ans, donc sans traitement. La sévérité des poussées est en général extrêmement variable, de sévérité variable, mais le plus souvent les poussées sont moins sévères que la poussée initiale, car le diagnostic est fait, donc il n'y a pas de retard diagnostique. Par contre, l'expression de la maladie n'est pas exactement forcément la même que celle qu'avait présentée le malade initialement. Par exemple, on peut très bien faire une péricardite initiale, ne pas la faire après, etc. Les facteurs déclenchants de ces poussées ne sont pas bien connus. Il est probable qu'il y ait des facteurs déclenchants infectieux, notamment viraux, et on le verra après sur la physiopathologie de la maladie. Et puis enfin, on a 40% des malades qui ont une évolution chronique de leur maladie, et à ce moment-là, il s'agit essentiellement d'une maladie articulaire chronique, et c'est dans ces formes que l'on voit moins maintenant, puisqu'on a des médicaments extrêmement efficaces. C'est dans ces formes que l'on assiste à des destructions articulaires et qui justifient la mise en place, dans certaines observations, notamment au début de la description de la maladie, de très nombreuses arthroplasties. Donc dans ces formes chroniques, essentiellement articulaires, eh bien, il peut s'y associer des poussées systémiques.
J'ai signalé là la grossesse pour dire qu'il n'y a pas de lien bien établi entre grossesse et maladie de style de l'adulte. La grossesse se déroule normalement chez les gens qui ont une maladie de style de l'adulte, de même que le développement du fœtus. À l'inverse, on a vu des maladies de style de l'adulte apparaître pendant une grossesse. Alors ça, c'est une diapositive qui est empruntée à John Couch, qui est déjà un peu ancienne, mais qui représente de façon assez schématique cette évolution. Vous voyez en haut à gauche la forme qui est monocyclique, une seule poussée unique, avec des manifestations systémiques et des manifestations articulaires. À droite, vous avez la forme intermittente, 30%, avec des poussées successives avec des rémissions entre elles, et associant à la fois des manifestations systémiques et des manifestations articulaires. Et puis enfin, en bas, vous avez les formes chroniques articulaires, avec soit une poussée systémique initiale, soit plusieurs poussées systémiques au cours de l'évolution de la maladie. Donc l'évolution du phénotype de la maladie, ou en tout cas une vision un peu plus moderne, serait de penser qu'il y a des formes essentiellement systémiques, aiguës, soit mono- ou polycycliques, et puis une forme articulaire chronique. Alors l'évolution articulaire, il faut la comprendre dans le sens qu'on peut très bien avoir une régression sans séquelles de la poussée articulaire. Il peut y avoir donc des récidives lors des poussées ultérieures, et donc dans un tiers des cas, comme je vous l'ai dit à peu près, une chronicité avec une destruction articulaire. L'atteinte des IPD que j'ai signalée au départ est tout à fait caractéristique, avec des atteintes érosives des IPD et un petit peu de formation, et ça ressemble à s'y méprendre à des nodosités d'Eberden. Et enfin, il y a des atteintes spécifiques du poignet qui ont été décrites par Metzger, avec une ankylose intracarpienne non érosive qui est tout à fait typique de la maladie et qui a été décrite également au tarse. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici une ankylose intracarpienne qui est non érosive, et en ce sens, elle est très différente de celle qui va être observée dans une polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez qu'elle se situe autour du grand os, qui va se fusionner assez facilement avec les deuxième et troisième métacarpes et avec les os qui sont tout autour. Alors voilà l'aspect que cela donne sur des photographies qui ont été reprises à partir du travail de Metzger. Vous voyez tout en haut la radiographie initiale, on distingue bien tous les os du carpe, et il n'y a pas non plus d'atteinte de la radiocarpienne. Et vous voyez que 15 mois plus tard, on assiste déjà à un pincement articulaire qui est assez diffus, et puis 5 ans plus tard, il y a une fusion des os du carpe, et qui est peu ou pas du tout érosive ici, et avec un respect complet de l'interligne radiocarpien. On voit bien que la sylvite cubitale, il n'y a pas du tout d'érosion. Ici, un autre exemple personnel, avec, bon là il n'y a pas les délais, mais c'était en 2 ans à peu près. On voit qu'on assiste sur les photos initiales et ensuite les photos du bas qui sont à 2 ans, une fusion des os du carpe peu ou pas érosive. Alors je voudrais insister sur une complication fréquente et parfois gravissime de la maladie de style adulte qui s'appelle le syndrome d'activation macrophagique, dont vous avez ici une représentation cytologique. Vous voyez qu'il y a des macrophages qui, sur la partie haute, sont en train de phagocyter à la fois des hématies et des plaquettes, et ensuite, sur la partie basse, un polynucléaire qui est phagocyté par un macrophage. Donc c'est une complication non seulement fréquente, mais extrêmement grave potentiellement de cette maladie-là. Alors comme vous le savez, le syndrome d'activation macrophagique, là c'est un travail qui a été publié dans Lancet en 2014 par Ramos-Casal. Et bien vous voyez que sur un peu plus de 2100 ou pratiquement 2200 patients avec un syndrome d'activation macrophagique, et bien dans un peu plus de 40% des cas, il s'agit d'une origine qui est virale et le plus souvent en rapport avec une infection aiguë à Epstein-Barr virus, mais il peut s'agir d'une infection chronique par le VIH. Vous voyez, 173 patients dans cette série. Et puis, il y a également des infections bactériennes, comme les mycobactéries tuberculosis. Et puis, de temps en temps, il y a des maladies néoplasiques, et en particulier des maladies néoplasiques hématologiques, essentiellement des lymphomes, des leucémies, ou des maladies de Hodgkin ou de Castleman. Et puis, parmi les maladies systémiques, eh bien, il y en a 2 qui sortent très fort. Eh bien, c'est d'une part le lupus érythémateux systémique. Vous voyez, il y a 133 observations dans cette série, ce qui représente 4%. Et puis, il y a un peu moins d'observations, 54 pour la maladie de style adulte, mais qui est plus largement représentée. C'est à peu près 12% des maladies de style adulte qui vont développer un certain nombre d'activations macrophagiques.
Alors ce syndrome d'activation macrophagique, eh bien, il associe des signes cliniques avec un début le plus souvent aigu ou subaigu sur 1 à 4 semaines. Et vous voyez qu'il associe une fièvre, une splénomégalie, une hépatomégalie, des adénopathies, et très souvent finalement, eh bien, c'est un tableau qui est à s'y méprendre celui de la maladie de style adulte. Donc il y a vraiment un tableau qui peut être extrêmement trompeur entre la maladie de style adulte et le syndrome d'activation macrophagique. Toutefois, au plan biologique, vous devez avoir l'attention attirée par l'existence qui est absolument constante d'au moins une cytopénie. Ça peut être une anémie, vous voyez 67%, une thrombopénie 78%, ou une leucopénie 69%. Bien sûr, les autres manifestations biologiques du syndrome d'activation macrophagique sont très souvent présentes, avec une hypofibrinogénémie, une augmentation des triglycérides et surtout une augmentation majeure de la ferritine. Or, on a vu tout à l'heure que l'hyperferritinémie était une manifestation biologique classique de la maladie de style adulte, mais dans les syndromes d'activation macrophagique, la ferritine peut atteindre des valeurs extrêmement élevées, dépassant 15 000, 20 000, parfois 50 000 microgrammes par litre. Il y a très souvent une atteinte hépatique, une augmentation des LDH et une hyponatrémie. J'insiste sur le fait que l'image d'hémophagocytose que vous revoyez sur cette diapositive, elle n'est qu'un des éléments du diagnostic et qu'elle n'est ni indispensable ni spécifique au syndrome d'activation macrophagique. Si vous la recherchez, il faut la chercher sur un myélogramme. Elle est présente dans 70 à 80% des cas et c'est un meilleur examen que la biopsie ostéomédulaire ou que les biopsies d'organes, le foie, la peau, le LCR de temps en temps ou la rate rarement. Et en tout cas, il ne faut pas exiger cette image d'hémophagocytose pour considérer que le malade a un syndrome d'activation macrophagique et le traiter comme tel si le tableau est par ailleurs typique. Alors, je voudrais vous présenter juste ce score qu'on appelle le H-score qui a été développé par l'équipe de Laurence Fardet à Saint-Antoine et qui est disponible sur le web, vous avez l'adresse ici. Et ce score vous permet, en fonction des symptômes et des signes que présente votre malade, d'estimer le risque d'un syndrome d'activation macrophagique. Et voyez que pour un H-score qui est inférieur à 90, le risque d'avoir un syndrome d'activation macrophagique est pratiquement nul, de 1%. Par contre, lorsque vous avez un score qui dépasse 250, à ce moment-là, eh bien, c'est pratiquement à tous les coups un syndrome d'activation macrophagique. Le meilleur seuil retenu pour ces propriétés diagnostiques, c'est le seuil de 170 à peu près. Alors, pourquoi on a syndrome d'activation macrophagique? Eh bien, probablement que dans la maladie de style adulte, il existe une réponse immunitaire innée qui est à la fois inefficace et surtout qui est incontrôlée. Et cette réponse immunitaire innée, inefficace, incontrôlée, elle est peut-être liée à un défaut de cytotoxicité. Et finalement, lorsqu'il y a un trigger et probablement une infection virale, eh bien, la cellule présentatrice d'antigène, ici une cellule dendritique, eh bien, va activer les lymphocytes CD8 et ou les cellules NK. Et cette activation des cellules CD8 et NK eh bien, va permettre, après une synapse immunologique, et la production d'interférons gamma, un interféron d'IL2, de MCSF, et puis la production de perforine et de granzymes va permettre ensuite d'évacuer les cellules qui sont infectées par cette infection virale. Et puis, elles expriment aussi du fast ligand qui va permettre l'apoptose des CD8 et donc d'arrêter cette réponse immunitaire innée. Donc, probablement, il y a un emballement de cette réponse immunitaire innée dans la maladie de style adulte, qui est peut-être lié à un défaut de cytotoxicité. Et donc, on a une activation T8 qui est absolument incontrôlée, une production majeure de cytokines, l'interféron gamma, l'IL2, le MCSF, et finalement, il va y avoir un emballement, une activation macrophagique incontrôlée, et avec la production d'IL1, d'IL6, de TNF-alpha et d'IL18. Il y a plusieurs travaux qui ont montré que l'IL18 était très augmenté dans cette maladie-là. Donc finalement, sur cette diapositive, eh bien, on voit qu'il y a probablement un continuum entre, d'une part, la maladie de style de l'adulte et le syndrome d'activation macrophagique à droite, donc AOSD, c'est Adult Onset Still's Disease. Et il y a très certainement dans cette maladie-là eh bien, une activation macrophagique à minima eh bien, qui peut s'emballer pour évoluer vers un syndrome d'activation macrophagique.
Et il faut se méfier lorsque vous voyez une chute de la vitesse d'alimentation, probablement liée à la chute du fibrinogène. Lorsque vous voyez une cytopénie qui apparaît sur les rouges, sur les blancs ou sur les plaquettes. Lorsque vous voyez augmenter, bien sûr, la ferritinémie à des valeurs très élevées par rapport à ce que l'on pourrait attendre dans une maladie de style standard. Et lorsque vous voyez également une chute du fibrinogène. Voilà. Bonjour, vous venez de voir la présentation du professeur Pouchot qui vous a expliqué les signes à la fois cliniques et biologiques ainsi que les complications et l'évolution de la maladie de style de l'adulte. Et nous allons maintenant enchaîner à la fois sur la certification du diagnostic et sur les stratégies thérapeutiques que l'on peut utiliser. En termes de diagnostic, vous savez qu'en pratique courante, c'est un diagnostic difficile et il a été développé des critères de classification qui, à défaut d'être des critères diagnostiques, permettent d'orienter un petit peu le clinicien et de mettre en avant les éléments les plus évocateurs de maladie de style. Pour la maladie de style, donc plusieurs critères de classification ont été développés et actuellement, ceux qui sont le plus utilisés dans la littérature sont les critères de Yamaguchi, présentés en 1992, qui rassemblent des critères majeurs qui sont finalement les 4 signes cardinaux de la maladie, les 3 signes cliniques, la fièvre supérieure à 39 évoluant depuis plusieurs jours, les arthralgies et des fois les arthrites, mais les arthrites ne sont pas absolument indispensables dans la maladie de l'adulte depuis au moins 2 semaines, l'éruption fugace le soir, ainsi que le signe biologique aussi très évocateur qui est l'hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Il y a également des critères mineurs, des douleurs pharyngées, les adénopathies ou splénomégalie, les perturbations du bilan hépatique, donc principalement les cytolyses hépatiques, et puis le fait qu'il n'y avait pas de signes d'auto-immunité, et lorsqu'ils ont été développés, les principaux auto-anticorps qui étaient recherchés étaient le facteur rhumatoïde et les facteurs antinucléaires. Raison pour laquelle Yamaguchi a aussi inclus des critères d'exclusion, et ces critères d'exclusion, finalement, c'est une assez longue liste, puisque ce sont des critères liés à des maladies infectieuses. Il faut absolument avoir éliminé un sepsis profond ou des infections particulières, mais dont la recherche peut être assez consommatrice de temps, des cancers, avec en premier lieu des hémopathies. Néanmoins, tout cancer profond, cancer du poumon, cancer de l'ovaire peuvent donner des syndromes paranéoplasiques systémiques avec des symptômes articulaires et également de la fièvre. Et puis d'autres maladies maladies inflammatoires, maladies de système, et en premier lieu desquelles les polymyosites ou les périartérites noueuses, plus rares maintenant, mais qui sont des maladies qui sont parfois un peu compliquées à mettre en évidence. Dernier élément, maintenant on rajoutera à cette liste des autres maladies auto-inflammatoires, puisque de plus en plus on décrit ces syndromes auto-inflammatoires systémiques qui correspondent à des mutations ou des anomalies dans l'inflammasome, et on sait que la majorité sont diagnostiquées chez l'enfant dans un contexte volontiers familial, mais un certain nombre sont sporadiques et peuvent être diagnostiquées chez l'adulte. Néanmoins, quand on reprend les critères de Yamaguchi, il faut au moins 5 critères, donc 2 critères majeurs et pas de critères d'exclusion, et quand vous voyez la liste, eh bien ça fait énormément de choses à faire. Alors il y a quelques années, en 2002, on avait développé des critères ici sur la base de l'expérience de Pierre Bourgeois et de Gisèle Lemoy à la Bichat, et on avait également, dans le cadre d'une étude du CRI, pu revoir un certain nombre de dossiers. Et les critères qu'on a proposés sont un tout petit peu différents. La fièvre est toujours nécessaire, avec ses alternances de pics fébriles le soir et de périodes d'apyrexie le matin, les douleurs articulaires, voire les arthrites, l'éruption évanescente, parce que dans pas mal de cas, finalement, ce n'est pas l'érythème grosso modo le plus caractéristique, les douleurs pharyngées, l'hyperpolynucléose supérieure à 80%, et la ferritine glycosylée, qui est un marqueur très intéressant dans la maladie de style, car dans tout syndrome inflammatoire, la fraction glycosylée de la ferritine va diminuer, va être inférieure à 50%, mais dans la maladie de style et quelques autres syndromes auto-inflammatoires, elle va être effondrée, inférieure à 20%. Et les critères mineurs sont les raches maculopapuleux non spécifiques et également l'hyperleucose à plus de 10 000. Quand on a plus de 4 critères majeurs ou 3 critères majeurs et 2 critères mineurs, eh ben, le diagnostic de maladie de style est un diagnostic que l'on peut retenir raisonnablement. Et là, dans cette grille, on n'a pas besoin de critères d'exclusion. Ces critères de classification viennent tout juste d'être validés dans une étude que nous avons menée là encore au sein du CRI et du réseau Immediate. Dans ces critères, pour valider ces critères de classification, en fait, on a repris la même stratégie que pour les critères développés en 2002, en reprenant des nouveaux dosages de ferritine à Bichat, en isolant les patients qui n'avaient jamais été explorés dans le courant des années 2000, et en faisant la même classification entre patients ayant une maladie de style de l'adulte, patients ayant une autre maladie
maladie, qu'il s'agisse d'une maladie inflammatoire ou d'une néoplasie ou d'une maladie infectieuse. Et on a pu comme ça retester le set de critères, à la fois les critères de Yamaguchi et les critères de Fautrel. Donc ce que vous voyez sur ce tableau, c'est que finalement les critères de Fautrel, appelons-les comme ça, sont associés à une sensibilité qui est tout à fait intéressante, 87%, une spécificité très intéressante là, 98%, avec une exactitude donc, qui est à hauteur de 96%. Les critères de Yamaguchi font plutôt pas mal. On a différencié les critères standards où on avait une application moins stricte de ces critères, notamment en termes de critères d'exclusion. Et vous voyez que la sensibilité, elle est très bonne, 96%, donc un peu supérieure aux critères de Fautrel. La spécificité, 98%, au même niveau, et l'exactitude, 98%. On a essayé aussi des combinaisons avec la Yamaguchi et la ferritine glycosylée, ou Yamaguchi et la ferritine glycosylée inférieure à 20%, et on voit que on améliore encore la capacité des critères de Yamaguchi avec la performance des critères de Yamaguchi, avec une sensibilité et une spécificité qui sont au-dessus de 97%. Donc, avec tous ces éléments-là, on montre que les deux sets de critères sont satisfaisants. Ils ont une bonne performance en termes de classification des patients. Néanmoins, ils ne certifient pas absolument le diagnostic, puisque vous voyez qu'il peut y avoir quelques observations qui persistent, n'étant pas des maladies de Still alors que les critères sont satisfaits. Et ça reste toujours l'expérience du clinicien qui va permettre de reclasser les patients dans le bon diagnostic. En termes de pronostic, donc le pronostic, il est, sur le plan fonctionnel, il est essentiellement lié aux articulations, puisque un certain nombre de patients vont développer des atteintes articulaires à peu près chroniques, donc à peu près un tiers des patients, avec un autre tiers des patients qui vont avoir une atteinte articulaire chronique, mais érosive en plus. Et clairement, c'est ça qui fait le retentissement fonctionnel de la maladie, avec néanmoins une évolution qui est moins sévère que la polyarthrite rhumatoïde. Le pronostic vital, lui, va être beaucoup plus lié aux manifestations systémiques, avec au premier lieu les hépatites qui peuvent se développer au tout départ de la maladie, les coagulations intravasculaires disséminées, de temps en temps les syndromes de détresse respiratoire de l'adulte. Il y a également les syndromes d'activation macrophagique qui peuvent être une source d'essais liés donc à l'intensité de l'inflammation. De façon moins fréquente, maintenant qu'on sait mieux manier la corticothérapie et que des biothérapies arrivent, c'est le risque d'infection lié à ces médicaments. De façon exceptionnelle désormais, c'est l'amylose, parce que finalement, il y a quand même beaucoup de patients, enfin très peu de patients qui résistent à tous les traitements que l'on peut avoir. Les éléments pronostiques, finalement, il y en a peu, et ce n'est pas l'intensité des manifestations initiales qui vont faire le pronostic, c'est plutôt l'existence d'une polyarthrite, c'est éventuellement le rôle de certains groupes H, là encore que cela n'a pas été bien évalué et validé dans différentes populations. Alors en termes thérapeutiques, c'est là que les choses ont le plus bougé. Je rappelle ici la pathogénie que l'on suppose pour la maladie de Still, mais qui maintenant est assez bien étayée avec tous les travaux qui ont été faits chez l'enfant. Beaucoup d'études ont été faites chez l'enfant parce que les enfants sont plus facilement suivis dans des centres de pédiatrie, et donc il y a eu un train de recherche extrêmement important, et on a maintenant une acceptation de tous et un consensus pour dire que la maladie de l'enfant et la maladie de l'adulte sont la même maladie. Donc chez l'enfant, la maladie de Still est liée, et chez l'adulte, donc la maladie de Still est liée à une anomalie de l'inflammasome qui est anormalement activée, et donc c'est une stimulation avec éventuellement des mutations au niveau de certains TLR, une activation de l'inflammasome qui va produire des grandes quantités d'interleukine 1 et d'interleukine 18, avec un rétrocontrôle qui normalement doit se faire, mais qui ne se fait pas bien dans la maladie de Still, et qui va aboutir à la sécrétion d'autres cytokines, notamment le TNF, notamment l'interleukine 6, qui seront responsables de tous les effets et les manifestations de la maladie. Ça, c'est important parce que c'est ce qui a permis de passer les traitements empiriques que l'on a utilisés, qui étaient en général les traitements d'autres rhumatismes inflammatoires que l'on appliquait à la maladie de Still, à des traitements plus ciblés que sont les biothérapies. Alors, premier traitement, c'est en gros le temps des explorations, ce sont les anti-inflammatoires. C'est un traitement qui peut tout à fait bien marcher. Donc vraiment, bien utiliser les anti-inflammatoires ou l'aspirine, c'est quelque chose qui est important, au moins au tout départ de la maladie. Le taux de réponse est quand même pas majeur. Les patients sont améliorés, mais la réponse n'est pas complète. Et le maintien à long terme, là encore, est vraiment pas c'est pas le traitement qui va permettre de mettre les gens définitivement en rémission.
un point sur les anti-inflammatoires. Tous sont équivalents. Néanmoins, si on doit en citer un plus efficace que les autres, c'est l'indométacine qui, à des doses de 150 mg par jour, semble avoir la meilleure efficacité. Chez les patients qui ne répondent pas suffisamment aux anti-inflammatoires et une fois que le diagnostic est posé, c'est la corticothérapie qui reste le traitement de référence avec la prédnisone à la dose de 1 mg/kg. Rarement moins. De temps en temps, on essaie de commencer avec des doses plus faibles, mais très honnêtement, quand la maladie est très systémique, on a plutôt intérêt à taper fort et à baisser les traitements ensuite qu'à courir après l'inflammation. On pense qu'il y a à peu près 60 à 80% des patients qui vont répondre au traitement et que dans la majorité des cas, il va falloir maintenir le traitement de façon très prolongée pendant plusieurs mois, avec notamment les problèmes de toxicité de la corticothérapie au long cours, dont on sait que la toxicité est cumulative avec les risques d'infection, avec les risques cardiovasculaires, l'augmentation du risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral, l'augmentation du risque d'ostéoporose avec le risque fracturaire important, l'augmentation du risque d'insuffisance musculaire, l'augmentation du risque de diabète, et la liste est ainsi très longue. La première alternative aux corticoïdes qui a été proposée, c'était le méthotrexate. Il y a eu un certain nombre d'observations isolées dans la littérature qui montraient que chez des patients qui avaient une maladie active malgré les corticoïdes, avec le méthotrexate, on pouvait arriver à mieux contrôler les patients et à pouvoir diminuer la corticothérapie. L'étude la plus grande a été faite en France, dans le réseau du CRI. Il y a 26 patients qui ont été revus, enfin leurs dossiers ont été revus, tous répondaient aux critères de Yamaguchi, et les patients étaient actifs malgré la corticothérapie avec un seuil de corticodépendance qui avait été isolé. Les patients étaient traités de façon pragmatique comme on traitait à l'époque dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire avec des doses qui sont modérées. Maintenant, on est un petit peu plus en faveur de doses aux alentours de 20 mg ou 0,3 mg par kilo et par semaine. Ce qu'on a pu observer, c'est que chez les patients sous méthotrexate, il y avait 23 patients qui avaient répondu, avec 18 patients qui avaient répondu de façon complète. Il y a eu un effet d'épargne cortisonique majeur, avec une diminution de la dose moyenne de prédnisone de 29 à 7,5 mg, et les corticoïdes ont pu être arrêtés chez 11 patients. Certains patients ont pu arrêter le méthotrexate, avec des délais qui étaient variables, et 2 ont récidivé, 5 étaient, lorsqu'on les a vus la dernière fois, étaient encore en rémission. Donc avec tous ces éléments-là, très clairement, le méthotrexate se positionne comme un traitement intéressant. Il est très intéressant chez les patients qui ont eu des manifestations articulaires. Certains disent qu'il est moins intéressant lorsque les manifestations systémiques sont au premier plan. Je crois que ça reste un médicament qui est utilisable, quelle que soit l'expression de la maladie. Lorsqu'on a une corticodépendance, finalement, on a une bonne réponse aux corticoïdes, mais on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à arrêter complètement les corticoïdes. On discutera la stratégie complète un peu plus tard. Deuxième médicament, et parmi les biothérapies, ça a été l'une des premières à être mis en avant, c'était des agents qui bloquent l'interleukine, et notamment l'anakinra. Et vous voyez, ce qui a tout de suite marqué dans les premières publications, c'est que c'était un petit peu lève-toi et marche. À partir du moment où le traitement était commencé, le lendemain, on commençait à avoir une amélioration. Donc quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Et quand on revient au schéma pathogénique, on voit bien que c'est pour ça que le traitement a été intéressant, parce que c'est la cytokine centrale dans les anomalies de l'activation de l'inflammation. Alors il y a eu quelques observations dans la littérature là encore, et puis une étude du CRI qui a pu recenser 15 patients avec maladie de style de l'adulte, qui répondaient aux critères de Yamaguchi, et des formes qui étaient assez anciennes en termes d'évolution, avec des atteintes articulaires et systémiques, et qui avaient échoué à de multiples traitements de fond. Le traitement par anakinra, c'est 100 mg en sous-cutané par jour, et les traitements étaient dans la majorité des cas utilisés en association avec le méthotrexate, puisque c'était le traitement traitement de fond qui était le plus mis en avant au moment où l'anakinra est arrivé sur le marché. Quand on voit sur ce schéma, vous pouvez voir donc en noir, ça correspond aux patients qui s'améliorent de plus de 70%. Et quelle que soit la manifestation, vous avez PJ, c'est les articulations douloureuses, à côté les articulations gonflées, l'évaluation du médecin, l'évaluation du patient, la mesure de la douleur et puis l'évaluation du patient, la VS et la CRP, vous voyez que le pourcentage de patients qui ont une amélioration de plus de 70% est extrêmement important.
On a également un effet d'épargne cortisonique, avec une réduction, on passe d'une dose moyenne de 30 mg de prédnisone à moins de 10 mg de prédnisone. Il y a quand même quelques infections qui peuvent arriver, comme avec toutes les biothérapies. Donc ça, c'est même si cette biothérapie anti-IL-1 a été vue, notamment par les rhumatologues, comme moins efficace que les anti-TNF, et donc potentiellement moins à risque d'infection, il y a d'authentiques infections graves qui peuvent se voir avec l'anakinra. Le point important, c'est que la même étude du CRI a été renouvelée un petit peu plus tard pour voir le maintien de l'efficacité à moyen et long terme. Et là, vous voyez qu'il y avait 70% des patients qui étaient en rémission avec un recul moyen de 3 ans. Quelques patients, 15%, avaient pu arrêter sans avoir de rechute. D'autres avaient réduit les doses simplement, avec, donc, au lieu de faire une injection tous les jours, on en faisait par exemple 6 par semaine ou 5 par semaine. Et comme ça, on arrivait à un espacement progressif. Quelques patients avaient une réponse partielle, vous voyez que c'était très peu, 4 patients sur les 26. Quelques patients avaient répondu puis ensuite avaient échappé, avec une discussion sur le mécanisme de l'échappement. Notamment, on sait qu'il y a des réactions au point d'injection, et lorsque ces réactions au point d'injection se chronicisent, on peut avoir une transformation de l'état cutané qui peut éventuellement perturber l'absorption du médicament. Mais en tout cas, il n'y a eu aucun échec primaire avec ce traitement, ce qui montre bien le rôle central de l'interleukine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un autre agent anti-interleukinin qui est le canakinumab, ou Ilaris. Ce médicament est intéressant parce qu'au lieu de se faire tous les jours, il se fait tous les mois. Il a un désavantage majeur. Alors, c'est toutes les 8 semaines dans les syndromes CAPS, donc les syndromes associés aux cryopyrinopathie. Dans la maladie de Steel de l'adulte, c'est plutôt toutes les 4 semaines. L'injection coûte actuellement 12 000 €. Donc, c'est 12 000 € par mois. Le médicament a eu son AMM. Au départ, il a été développé chez l'enfant, et Novartis, qui produit canakinumab, a réussi à convaincre l'EMEA que c'était la même maladie sur les données physiopathogéniques. Également, quelques observations ont montré que la réponse au canakinumab est tout à fait identique à ce qu'on pouvait attendre dans le cadre d'une maladie de Steel. Et de ce fait, il y a l'AMM pour le canakinumab dans la maladie de Steel de l'adulte. Néanmoins, il y a une négociation de prix qui dure depuis l'été dernier, depuis l'été 2016. Et à ce jour, on peut prescrire ce médicament, mais il n'est pas censé être remboursé, ce qui complique beaucoup les choses. Et apparemment, il y a une situation de blocage entre le prix demandé par Novartis et les autorités sanitaires. Donc pour l'instant, on est dans l'impasse avec le canakinumab. Il faut savoir également qu'il y a une étude, on avait essayé dans le cadre du CRI de faire une étude sur le canakinumab, ce qui avait été refusé par Novartis, mais il y a quand même une étude qui a été lancée en Allemagne, où des patients étaient inclus. Néanmoins, il y a des problèmes de nombre de patients inclus, ils n'arrivent pas à inclure suffisamment, donc pour l'instant, tout cela est toujours en stand-by. Les agents anti-IL-6 ont aussi été testés, puisqu'il y avait un anti-IL-6 qui était disponible dans la polyarthrite rhumatoïde, le tocilizumab, qui bloque le récepteur d'interleukine 6. Là encore, on s'est aperçu que l'interleukine 6 était une cytokine assez importante dans la maladie de Steel, probablement moins centrale que l'interleukine 1. Et donc, il y a eu un certain nombre d'observations qui ont été faites dans la littérature, et surtout une étude du CRI, là encore, avec 14 patients, même profil de patients réfractaires à tout, notamment à l'anakinra. Quand on regarde, le schéma est un petit peu compliqué, mais les histogrammes correspondent au nombre de patients, à la dose moyenne de corticothérapie. Vous voyez qu'elle a diminué de 23 à 10. Les traits correspondent à l'index d'activité. Vous voyez que la majorité des patients avaient un index d'activité qui s'était mesuré sur le DAS28 qu'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde, était amélioré, avec bien évidemment, comme attendu, un effet d'épargne cortisonique, et puis un problème de tolérance, notamment une angiodermite nécrosante. Et il faut savoir qu'avec le tocilizumab, il y a un risque de perforation digestive qui ressemble un petit peu aux perforations digestives que l'on peut avoir sous corticothérapie, et que la mortalité des perforations digestives sous tocilizumab, du fait de la présentation à Batardi et du retard diagnostique, est de 50%. Donc elle est énorme. Il y a eu d'autres expériences sur lesquelles je passe vite. Les anti-TNF, ça c'était finalement historiquement ceux qui ont été testés avant les anti-interleukines, parce qu'ils ont été mis sur le marché un petit peu avant. Et il y a un certain nombre d'études, notamment une étude faite par l'équipe de Boston avec l'étanercept, qui avait montré que c'était un traitement qui avait un sens et qui améliorait les symptomatologies articulaires, mais également en partie systémiques de la maladie de Steel. Une étude, là encore, a été faite dans le cadre du CRI, avec 20 patients, réfractaires à plusieurs traitements. Les traitements, c'est infliximab ou etanercept, ceux qui étaient disponibles à ce moment-là, le plus souvent associés au méthotrexate et à la cortisone. Quand on regarde ici la durée de traitement, vous voyez que globalement,
les durées de traitement, c'était à peu près un peu plus d'1 an. Les rémissions complètes n'étaient pas très importantes. Les rémissions partielles, oui, ce qui montre bien la différence avec le rôle central de l'interleukin 1 par rapport au TNF. L'anakinra a des taux de rémission complète beaucoup plus importants. Donc là, c'était un médicament efficace, mais seulement partiellement efficace. Et quand on regarde les patients qui restaient sous traitement au dernier suivi, vous voyez que la majorité des patients, quelle que soit la molécule, avaient arrêté leur traitement du fait d'une perte d'efficacité. Donc les anti-TNF ne sont pas forcément complètement déplacés, mais ce n'est pas un traitement aussi central que les anti-IL1 ou les anti-IL6. Pas mal d'autres traitements ont été essayés avec, en gros, tous les traitements de fond qui étaient utilisés, soit dans les traitements de la polyarthrite rhumatoïde, soit dans le traitement des vascularites. Il n'y a pas grand-chose à retenir de tout ça, parce que clairement, on n'est pas au niveau d'efficacité que l'on peut attendre maintenant avec les biothérapies. Le seul à mentionner éventuellement est la cyclosporine, pour lequel il y avait quelques études tout à fait intéressantes, mais le profil de tolérance, notamment avec l'hypertrichose, n'était pas tout à fait satisfaisant. L'autre grand traitement, c'était les immunoglobulines polyvalentes, testées par l'équipe du professeur Godot et du professeur Piette. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça n'a pas beaucoup diffusé en dehors de cette équipe, que la complexité de la manipulation des immunoglobulines polyvalentes font que finalement les biothérapies présentent un meilleur rapport bénéfice-risque et que peu de gens utilisent encore les immunoglobulines polyvalentes intraveineuses. Alors en termes de stratégie thérapeutique, voilà ce que j'avais proposé dans un article qu'on avait écrit en 2014. C'est le fait de dire que les anti-inflammatoires et l'aspirine étaient le traitement de première intention, qu'à partir du moment où le diagnostic était confirmé, et dans la majorité des cas, de toute façon, les anti-inflammatoires ne sont pas suffisants, il faudra entamer un traitement par prednisone à la dose 1 mg/kg avec une décroissance rapide qui va être suivie sur la vitesse d'augmentation et la CRP. En cas de réponse inadéquate, le méthotrexate était le traitement de première intention. Ce traitement donc, permettait en quelques semaines, en 4 à 12 semaines, de voir un petit peu comment on pouvait sortir de la corticodépendance. Et si l'effet de ce traitement n'était pas satisfaisant, à ce moment-là, c'était le moment où on pouvait entamer un traitement par biothérapie, que ce soit l'anakinra ou éventuellement le tocilizumab. Et les anti-TNF, la cyclosporine ou les immunoglobulines intraveineuses étaient des traitements qui étaient vraiment pour les patients multiréfractaires. De façon concomitante, Jacques Pouchot avait proposé une stratégie qui était à peu près la même, mais qui différenciait néanmoins les formes purement systémiques, pour lesquelles les agents bloquants d'interleukin, anakinra principalement, étaient les traitements à utiliser, et les polyarthrites, enfin les formes de la maladie où la manifestation articulaire était au premier plan, pour lesquelles le tocilizumab, donc l'agent anti-interleukin 6, était peut-être à privilégier. Personnellement, je ne faisais pas une telle différence, et je reste convaincu que d'utiliser les anti-IL1 est quelque chose qui est plus pertinent parce que ça va permettre d'être beaucoup plus spécifique d'une maladie auto-inflammatoire. Donc, il y a plusieurs définitions pour les maladies auto-inflammatoires, mais on peut dire que ce sont quand même des inflammasomopathies. Donc, l'interleukin 1 est la cytokine centrale. Et donc, de les tester avant un traitement moins spécifique que représente le tocilizumab me semblait préférable. Mais c'est de la soft evidence, et donc c'est une attitude qui n'est pas aussi tranchée que ce que je vous dis. Jaffo Valentin de l'équipe de Lyon avait proposé des choses un tout petit peu différentes en disant que donc on commençait de la même façon, la corticothérapie, le méthotrexate s'il y avait une nécessité de passer à un seuil de corticodépendance. Dans le cas de manifestations de maladies de style compliquées, eh bien c'était plutôt les corticoïdes intraveineux, l'anakinra, peut-être le cyclophosphamide. Dans les autres, dans les formes systémiques, principalement l'anakinra ou éventuellement le tocilizumab. Dans les formes articulaires chroniques, les anti-TNF étaient proposés, voire le tocilizumab. Donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que les anti-TNF, même dans les formes articulaires chroniques, ne sont pas la première biothérapie à utiliser si on dit que le diagnostic est sur une maladie de style. Donc là encore, je resterai sur l'anakinra pour tous ces patients, éventuellement le tocilizumab, et les anti-TNF, c'est vraiment en intention secondaire. Même chose pour le cyclophosphamide. Maintenant, ce que j'aurais tendance à proposer est un petit peu différent. C'est de dire que finalement, les biothérapies, est-ce que vraiment il faut attendre d'avoir des patients lourdement embourbés dans la corticothérapie et qui ont encore perdu quelques mois avec le méthotrexate? Est-ce qu'il n'y a pas une indication à utiliser le Kineret ou le tocilizumab de façon plus précoce chez les patients, par exemple, qui ont une réponse inadéquate aux corticoïdes? Voire même, pour certains patients,
s'il y a des risques évidents avec les corticoïdes, d'utiliser une biothérapie d'emblée, ce qui va éviter des mois de corticothérapie à forte dose. Donc là, c'est pas une attitude qui est une proposition un petit peu provocatrice que je fais, mais c'est vraiment une question qui peut se poser lorsqu'on voit la rapidité d'action de ces biothérapies, notamment de l'anakinra, la tolérance qui est globalement acceptable, comparée à la corticothérapie et ses effets secondaires au long cours. Ça me semble vraiment quelque chose qui peut être posé. Que retenir en conclusion? Que la maladie de Scie est une maladie qui est de diagnostic difficile au départ. Il faut bien reconnaître la triade initiale. Les manifestations biologiques ou même cliniques ne sont pas absolument spécifiques, y compris pour la ferritine et la ferritine glycosylée, et que ce sont des critères de classification qui permettent d'organiser un petit peu les choses. Les complications, celle qui est la plus difficile à gérer au quotidien, c'est le syndrome d'activation macrophagique. Lorsque le syndrome d'activation macrophagique est présent dès le départ, je pense que la meilleure chance d'être actif, c'est la corticothérapie avec des bolus. Et donc on aura une action rapide et je pense que c'est à privilégier parce qu'il y a eu des cas de syndrome d'activation macrophagique qui ont été décrits sous anakinra. En cours de traitement, ça peut survenir, et alors là, le diagnostic premier, c'est comme pour la maladie de Horton, c'est une infection. C'est pas tant l'échappement, une complication de la maladie malgré le traitement, c'est une infection concomitante, une réactivation virale qui pourrait entraîner un syndrome d'activation macrophagique. Dans les traitements, donc la place centrale de la corticothérapie commence à être un peu challengée, et il est tout à fait possible que bientôt les biothérapies soient le traitement de référence de cette maladie, et principalement les agents anti-IL1 et les agents anti-IL6. À garder en tête également qu'il y a un essai de proof of concept qui a été fait avec un anti-interleukine 18. Cet essai va être communiqué lors du prochain congrès de l'EULAR. C'est un médicament intéressant, mais pour lequel il y a besoin d'avoir des études supplémentaires pour confirmer l'efficacité, le niveau d'efficacité et aussi les modalités d'administration. Je vous remercie.